Vous pouvez me soutenir en mettant un j'aime, en vous abonnant et en laissant un commentaire. C'est gratuit et cela m'encourage vraiment à continuer. Merci. Au cœur de l'ego. Le plus souvent, quand vous dites « je », c'est l'ego qui parle. Comme je l'ai expliqué, l'ego est fait de pensées et d'émotions, d'un fatras de souvenirs auxquels chacun de nous s'identifie en tant que moi et mon histoire. Mais, même si le contenu de l'ego varie d'une personne à une autre, sa structure est toujours la même. Tous les égos se nourrissent d'identification et de division. Pour maintenir la pensée « je », l'ego a besoin de la pensée opposée, l'autre. L'idée de « je » ne peut survivre sans l'idée de l'autre. En bas de l'échelle de ce scénario inconscient de l'ego, on trouve l'habitude compulsive de se plaindre des autres et de leur donner tort. La récrimination est une des stratégies que l'ego préfère pour se renforcer. Chaque doléance est une petite histoire que votre mental invente et en laquelle vous croyez complètement. Que vous vous plaigniez à voix haute ou en pensée ne fait aucune différence. L'attribution d'étiquettes aux gens, quand vous parlez d'eux à d'autres, ou quand vous pensez à eux, fait partie du même scénario. Que ce soit sous forme d'insinuations, d'insultes, de cris et de hurlements ou de violences physiques, la dévalorisation de l'autre n'a qu'un but: combler le besoin de l'ego d'avoir raison et de triompher. De plus, les doléances et l'étiquetage mental s'accompagnent toujours de ressentiment. Cette émotion redonne davantage d'énergie à l'ego. Avoir du ressentiment veut dire se sentir amer, indigné, lésé ou offensé. Vous en voulez aux autres parce qu'ils sont cupides, malhonnêtes et qu'ils manquent d'intégrité. Vous leur en voulez pour ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit qu'ils feraient et n'ont pas fait, pour ce qu'ils auraient dû faire ou ne pas faire. L'ego adore ça. Au lieu de fermer les yeux sur l'inconscience des autres, vous l'associez à leur identité. Parfois, le défaut que vous percevez chez l'autre ne s'y trouve même pas. Il s'agit d'une interprétation totalement erronée, d'une projection du mental conditionnée à voir des ennemis partout. D'autres fois, le défaut est là, mais en mettant l'accent sur celui-ci, vous l'amplifiez. Et malheureusement, ce à quoi vous réagissez chez l'autre, vous le renforcez chez vous. L'ego aime se plaindre et éprouver du ressentiment non seulement envers les autres, mais également envers les situations. C'est toujours la même rengaine. Ceci ne devrait pas se produire, je ne veux pas être ici, je ne veux pas faire ça, ou on me traite injustement. Mais il ne faut pas confondre se plaindre avec informer quelqu'un d'une erreur ou d'un manque afin que la situation puisse être redressée. L'ego n'entre pas en jeu si vous dites à un serveur que votre soupe est froide et qu'il faudrait la réchauffer, du moins si vous vous en tenez au fait toujours neutre. Par contre, en disant « Comment osez-vous me servir de la soupe froide ?» vous vous plaignez. Vous faites entrer en jeu un « me » qui aime se sentir personnellement offensé par la soupe froide et qui va tirer le maximum de la situation en donnant tort à l'autre. Ce genre de plainte est au service de l'ego, pas du changement. Il est alors évident que l'ego ne veut pas réellement de changement afin de pouvoir continuer à se plaindre. Voyez si vous réussissez à discerner la voix dans votre tête au moment même où elle se plaint de quelque chose. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est, c'est-à-dire rien de plus qu'un schème mental conditionné, une pensée. Chaque fois que vous remarquerez cette voix, vous réaliserez également que vous n'êtes pas la voix, mais celui qui en est conscient. En fait, vous êtes la conscience qui est consciente de la voix. En arrière, il y a la conscience, et en avant, la voix, le penseur. De cette façon,
vous commencez à vous libérer de l'ego, à vous libérer du mental. Dès l'instant où vous devenez conscient de l'ego en vous, il n'est plus à proprement parler l'ego, mais juste un vieux schème mental conditionné. Comme ego veut dire inconscience, conscience et ego ne peuvent coexister. Il se peut que le vieux schème mental survive et réapparaisse pendant un certain temps. Cependant, chaque fois qu'il est reconnu, il s'affaiblit. Outre le ressentiment, les récriminations peuvent aussi être accompagnées d'une émotion plus forte, comme la colère ou toute autre forme de contrariété. La charge énergétique de la plainte étant plus forte, cette dernière se transforme en réactivité, qui est une autre façon que l'ego adopte pour se renforcer. Bien des gens attendent toujours que certaines situations se présentent pour pouvoir réagir, se sentir agacés ou dérangés, et il ne leur faut pas grand temps pour en trouver. « C'est scandaleux, disent-ils. Comment oses-tu? Je déteste ça. » Ils ont développé une tendance à la contrariété et à la colère, comme d'autres en développent une aux drogues. En réagissant à ceci ou à cela, ils affirment et renforcent le sens de leur identité. Le ressentiment qui dure s'appelle rancune. C'est une forte émotion négative reliée à un événement ayant parfois eu lieu il y a longtemps et que l'on entretient par la pensée compulsive en se répétant l'histoire dans sa tête. Pendant que vous ressassez et sentez la rancune, l'énergie émotionnelle négative qui lui est rattachée peut déformer votre perception d'un événement ou influencer la façon dont vous parlez ou agissez avec une personne dans le présent. Une forte rancune arrive à contaminer de grands secteurs de votre vie et à vous maintenir sous l'emprise de l'ego. Il faut beaucoup d'honnêteté pour reconnaître que vous abritez de la rancune et qu'il y a quelqu'un dans votre vie à qui vous n'avez pas complètement pardonné. Si c'est le cas, soyez conscient de la rancune aussi bien sur le plan cognitif qu'émotionnel. En d'autres mots, soyez conscient des pensées négatives que vous entretenez et sentez l'émotion que le corps génère en réponse à ces pensées. N'essayez pas de vous débarrasser de la rancune. Essayer de se débarrasser ou de pardonner ne fonctionne pas. Le pardon se produit naturellement quand vous voyez que la rancune n'a d'autre raison d'être que de renforcer un faux sens de soi, de maintenir l'ego. Voir, c'est se libérer. Quand Jésus disait « Pardonnez à vos ennemis », il enseignait essentiellement à se défaire d'une des principales structures de l'ego humain. Se plaindre, réagir et trouver les défauts des autres constituent des stratagèmes qui renforcent le sens des limites et de la division de l'ego et qui en assurent la survie. Il renforce également l'ego en lui donnant une impression de supériorité dont il se nourrit. Lorsque vous vous plaignez, il y a le sous-entendu implicite que vous avez raison et que la personne ou la situation dont vous vous plaignez a tort. Il n'y a rien qui renforce plus l'ego que le fait d'avoir raison. Avoir raison, c'est s'identifier à une position mentale, un point de vue, une opinion, un jugement. Mais bien entendu, pour que vous ayez raison, quelqu'un doit avoir tort. L'ego adore ça. Le fait d'avoir raison vous met dans une position de supériorité morale imaginaire par rapport à la personne ou la situation qui est jugée et que l'on trouve imparfaite. C'est ce sentiment de supériorité dont l'ego se repaît pour se renforcer. Mais qu'en est-il des faits indéniables? Par exemple, si vous dites que la lumière se déplace plus rapidement que le son et qu'une autre personne prétend que c'est le contraire qui est vrai, vous avez évidemment raison et l'autre tort. La simple observation que la foudre précède le tonnerre en est une confirmation. Donc, non seulement vous avez raison, mais vous savez que vous avez raison. L'ego joue-t-il un rôle là-dedans? Peut-être, mais pas nécessairement. Si vous énoncez simplement ce que vous savez être vrai, l'ego ne joue aucun rôle, puisqu'il n'y a aucune identification à une position mentale. Mais une telle identification peut facilement intervenir.
Si vous vous surprenez à dire « Croyez-moi, je le sais » ou « Pourquoi ne me crois-tu jamais ?» dites-vous que l'ego a déjà fait son entrée en scène. Il s'est caché derrière le petit mot « moi » ou « me ». Le « je » s'est senti diminué ou offensé parce que quelqu'un n'a pas cru ce que « je » a dit. Pensez-vous que vous défendez la vérité? Non, car la vérité n'a pas besoin d'être défendue. C'est vous que vous défendez, ou plutôt l'illusion de vous-même, le substitut créé par le mental. Il serait encore plus précis de dire que c'est l'illusion qui se défend elle-même. Reconnaissez l'ego pour ce qu'il est. Un dysfonctionnement collectif, la folie de l'esprit humain. Lorsque vous le voyez pour ce qu'il est, il est plus facile de ne pas réagir. Vous ne prenez plus les choses personnellement. Il n'y a plus récrimination, reproche, accusation, tort. Personne n'a tort. C'est l'ego. C'est tout. La compassion naît quand vous reconnaissez que tout le monde souffre de la même maladie mentale, certains davantage que d'autres. Alors, vous n'alimentez plus le drame qui est propre à toute relation fondée sur l'ego. La célèbre chanson des Rolling Stones, devenue maintenant un classique, I Can't Get No Satisfaction, est la chanson de l'ego par excellence. L'émotion sous-jacente qui gouverne l'activité de l'ego est la peur. La peur de n'être personne, la peur de ne pas exister, la peur de mourir. Toutes les activités de l'ego cherchent au bout du compte à éliminer cette peur. Mais tout ce que l'ego réussit à faire, c'est à la masquer temporairement avec une relation intime, une nouvelle possession ou une victoire. L'illusion ne vous satisfera jamais. Seule la vérité de ce que vous êtes, quand elle sera réalisée, vous libérera. D'une certaine façon, tous les enseignements sont des panneaux indicateurs. La voie spirituelle peut comporter des pièges. Vous vous identifiez à une forme particulière dans laquelle se présente un enseignement et vous dites « D'accord, je suis bouddhiste » et l'autre dit « Eh bien, je suis soufi ». Et l'autre encore dit « Eh bien, je suis bouddhiste zen et vous êtes de tendance Theravada. En réalité, le zen est supérieur. » Ces identifications peuvent constituer des obstacles. L'ego peut s'insinuer à tout moment sur la voie spirituelle. L'ego veut dire qu'une nouvelle image de qui vous êtes s'est reformée dans votre mental. C'est un phénomène très subtil qu'on peut observer en soi qui s'appelle la comparaison. L'ego aime à se comparer. La comparaison est un stratagème de l'ego. Alors l'ego se compare subtilement à d'autres, et chaque fois, l'ego a un sentiment d'infériorité ou de supériorité. Il se manifeste contre d'autres. Je ne suis peut-être pas aussi bien que cette personne, ou aussi savant, ou aussi spirituel que tel autre. Voilà l'ego. Ou lorsqu'on se dit « je suis plus spirituel que cette personne, je pratique depuis plus longtemps », ou ma tradition est meilleure que celle de cette personne. Alors, c'est l'ego supérieur qui intervient. L'ego s'adonne à ce jeu même pour avoir une image de vous-même en tant qu'être spirituel. Le fait d'essayer de vivre selon une image mentale, d'essayer d'être spirituel, de se considérer comme un être spirituel, est un autre piège de l'ego. Alors on devient plus inconscient à certains égards. Et malgré votre pratique de la méditation, si vous avez de vous-même l'image d'un être spirituel, vous devez nier beaucoup de choses qui surviennent en vous. Si vous les regardiez ouvertement, ils vous diraient « Oh non, tu n'es pas si spirituel ». Vous devez les repousser. S'il survient de la colère, par exemple, et si cela ne convient plus à votre image de vous-même, vous la repoussez. Et alors, elle continue d'accumuler de l'énergie comme dans une bouilloire. C'est une bouilloire sur laquelle vous avez mis le couvercle
et la vapeur s'accumule, et alors soudain, vous éclatez. Vous êtes déprimé. Dans le christianisme, on a souvent tenté de vivre selon l'image qu'on se fait d'un bon chrétien. On fait beaucoup d'efforts, et dans ce cas, tout ce qui ne convient pas à cette image doit être repoussé. Mais on ne peut pas le repousser à jamais. À un certain point, l'inconscience émerge à nouveau et vous noie dans la rage, l'anxiété, la dépression, les sautes d'humeur. Une humeur sombre surgit soudain. Ainsi, la présence consiste à vivre libéré d'images de soi, car elles viennent du mental. Elles proviennent d'un conditionnement. Vivez libéré d'une image qui vous dit qui vous êtes, car vous n'en avez pas besoin. C'est pourquoi j'ai dit, apprenez par l'observation des animaux. Ces derniers n'ont pas d'image de soi, ils sont naturels, spontanés. La vie se déroule à travers eux. Bien sûr, ils ont leurs limites dans cette forme particulière. Et pourtant, ils sont plus profondément reliés à la source que les humains dans leur état normal. C'est pourquoi il est si utile d'observer un animal. Il ne vit pas selon son image de soi. Il est lui-même. C'est son état naturel. Et c'est à cela que nous retournons. En Inde, on utilise parfois cette expression « l'état naturel que les humains ont perdu il y a longtemps ». Il est merveilleux d'y retourner. Alors, observez tout simplement lorsqu'une nouvelle image de soi se forme ou qu'une vieille image de soi revient. Prenez conscience des comparaisons, de la comparaison en tant que stratagème de l'ego. Subtilement, on se trouve mieux ou pas aussi bien qu'un autre. Voilà l'ego. Mieux ou pas aussi bien. Être sur la défensive est un autre indice que vous vivez selon l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes sur la défensive lorsque quelqu'un met en question vos croyances ou ce que vous avez affirmé, doute de telle ou telle chose que vous associez à l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes toujours en train de défendre une image. Votre nature véritable n'a pas besoin d'être défendue. Votre nature véritable est si forte qu'elle ne peut subir d'attaque. Elle dépasse tout ce qui pourrait être jugé ou attaqué. Lorsque vous observez, vous n'êtes plus pris au piège de ce mouvement inconscient. L'inconditionné surgit lorsque vous observez qu'une image a surgi dans votre mental et que vous vous y êtes identifié. Vous en prenez soudainement conscience. Vous observez que vous êtes sur la défensive à propos d'une position que vous avez prise. Vous vous êtes identifié à une position qui veut dire qu'une image de vous s'est formée dans votre mental et qu'il faut la défendre. Chaque fois que vous êtes sur la défensive, sachez que vous vous êtes identifié à une illusion. Mais cette conscience est extérieure à l'illusion. Dès que vous prenez conscience de votre identification à une illusion, cette conscience n'est pas l'illusion. Vous avez reconnu l'illusion et dans cette conscience, vous en êtes libéré. Alors, plus vous découvrirez d'illusions semblables en vous, mieux ce sera, car chaque fois vous découvrez un vieux schéma mental, une image de vous-même, une réaction défensive de la cupidité, de l'attachement. Dès que vous devenez conscient des schémas, la conscience ou la connaissance n'en fait pas partie. Plus vous découvrez ce qui est inconscient en vous, mieux c'est. Cela ne veut pas dire que vous avez échoué. Cela agit par la découverte, la reconnaissance. Reconnaître qu'une illusion est une illusion n'est pas une illusion. Vous l'avez reconnue. La reconnaissance ne fait pas partie du mental conditionné. La reconnaissance, c'est l'inconditionné. Elle voit, elle se contente de voir.
C'est merveilleux. Vous pouvez accueillir tout ce qui monte en vous. Vous n'avez pas à nier quoi que ce soit. Vous n'avez pas à nier ce que vous devriez nier si vous viviez selon une image de vous-même, car tout ce qui ne conviendrait pas à cette image serait nié. Vous accueillez tout ce qui monte, les schémas émotionnels, les schémas mentaux, et ensuite vous les reconnaissez à mesure qu'ils surviennent. Le fait d'accueillir implique une conscience, et celle-ci ne fait pas partie du mental conditionné. Quand je dis « laisser monter », cela implique une présence qui observe le schéma à mesure qu'il se déroule, soit dans votre tête ou à l'extérieur en tant que schéma de comportement lorsque vous parlez à quelqu'un. Contentez-vous d'observer. Plus vous voyez, plus la conscience grandit. Plus vous découvrez des schémas inconscients en vous-même, plus la conscience grandit. Alors, il ne vous vient plus à l'esprit de dire « Oh, je ne devrais pas me sentir ainsi, je ne devrais pas avoir cette pensée, je ne devrais pas... » Cela n'arrive plus. Le fait de laisser monter les états intérieurs constitue une pratique merveilleusement libératrice. Vous savez alors qu'aucun état intérieur n'est vraiment vous. Aucun état conditionné n'est votre nature véritable. C'est pourquoi vous êtes libre de les laisser monter en vous, tous ces états. Autrement, si la colère monte et que vous vous identifiez à elle, vous vous dites « Je ne dois pas être cela, je suis sur la voie spirituelle depuis tellement d'années, et j'ai encore toute cette colère, je ne devrais pas. » Alors, vous voudriez la réprimer ou la nier et dire « Non, je ne suis pas en colère, je ne suis jamais en colère, ne m'accusez pas d'être en colère, c'est vous qui êtes en colère. » Ce sont des interactions typiques entre égaux. Moi inconscient, c'est vous qui êtes inconscient. Et observez à quel point la nature de l'attitude défensive est mécanique. Elle se déclenche presque comme une horloge, quasi automatiquement. Quelqu'un pousse le bouton et la réaction survient. Les gens qui vous connaissent au bout d'un certain temps n'ont qu'à pousser le bouton s'ils veulent obtenir une réaction, comme avec un robot. Le processus de la pensée est en majeure partie involontaire, automatique et répétitif chez la plupart des gens. Ce n'est rien d'autre qu'une sorte d'électricité statique mentale qui n'a pas de raison d'être réelle. À proprement parler, ce n'est pas vous qui pensez, c'est seulement la pensée qui se produit. La petite voix dans la tête a sa vie à elle. La plupart des gens sont à sa merci, ce qui signifie qu'ils sont possédés par la pensée, par le mental. Étant donné que le mental est conditionné par le passé, vous êtes ainsi forcé de le jouer et le rejouer sans cesse. En plus de la pensée, il y a une autre dimension à l'ego, celle de l'émotion, qui n'est pas tout à fait distincte de la première. Ceci ne veut pas dire, bien entendu, que toutes les pensées et toutes les émotions sont le fruit de l'ego. Celles-ci deviennent ego seulement lorsque vous vous identifiez à elles et qu'elles prennent totalement possession de vous, c'est-à-dire lorsqu'elles deviennent le « je ». L'organisme physique, votre corps, est doté de sa propre intelligence, et cette intelligence réagit à ce que votre mental dit. Elle réagit à vos pensées. Par conséquent, l'émotion est la réaction du corps à votre mental. L'intelligence du corps est, bien entendu, une partie indissociable de l'intelligence universelle, une de ses innombrables manifestations. Elle donne une cohésion aux atomes et molécules qui constituent votre organisme physique. Elle est le principal organisateur sous-tendant le fonctionnement de tous les organes du corps. Ce n'est pas vous qui faites fonctionner votre corps, c'est l'intelligence. Ceci est vrai pour de nombreuses formes de vie. Cette intelligence confère à l'organisme la capacité instinctive de réagir à toute menace ou défi. Chez les animaux, elle génère des réactions semblables aux émotions humaines, la colère, la peur, le plaisir.
On pourrait considérer ces réactions instinctives comme des formes premières d'émotions. Dans certaines situations, les êtres humains ont des réactions instinctives, comme les animaux. Face au danger, quand la survie de l'organisme est menacée, le cœur se met à battre plus vite, les muscles se tendent, la respiration s'accélère pour se préparer à la fuite ou à l'attaque. Quand nous sommes coincés, une soudaine montée intense d'énergie donne au corps une force qu'il n'avait pas auparavant. Ces réactions instinctives sont apparentées aux émotions, mais elles ne sont pas des émotions dans le véritable sens du terme. Voici quelle est la différence fondamentale entre une réaction instinctive et une émotion. Une réaction instinctive est la réaction directe du corps à une situation extérieure quelconque. Une émotion est la réaction du corps à une pensée. Une émotion peut également être une réaction à une situation réelle, mais elle sera perçue à travers le filtre de l'interprétation mentale, c'est-à-dire qu'elle sera conditionnée par les concepts mentaux de bien et de mal, des goûts particuliers, de moi et de mon. Par exemple, il est très probable que vous ne ressentirez aucune émotion si on vous dit que la voiture de quelqu'un a été volée. Par contre, si on vous dit que c'est votre voiture qui a été volée, vous serez probablement énervé. Bien que le corps soit intelligent, il ne peut faire la distinction entre une situation réelle et une pensée. Il réagit comme s'il s'agissait de la réalité. Il ne sait pas qu'il s'agit simplement d'une pensée. Pour le corps, une pensée véhiculant de l'inquiétude et de la peur signifie « je suis en danger » et il réagit en conséquence, même si vous êtes étendu la nuit dans un lit bien chaud et bien confortable. Le cœur bat plus vite, les muscles se tendent, la respiration s'accélère. Il y a une intensification de l'énergie. Mais, comme le danger n'est qu'une fiction du mental, cette énergie n'a pas d'exutoire. Elle est en partie renvoyée vers le mental qui la met à contribution pour générer davantage de pensées anxieuses. Le reste de l'énergie devient toxique et interfère avec le bon fonctionnement du corps. La composante émotionnelle de l'ego diffère d'une personne à une autre. Chez certains égos, elle est plus importante que chez d'autres. Les pensées qui déclenchent les réactions émotionnelles dans le corps peuvent parfois arriver si vite que, avant que le mental ait le temps de les verbaliser, le corps a déjà réagi avec une émotion et celle-ci est devenue une réaction. Ces pensées prennent leur source dans le conditionnement de la personne, en général dans celui de la tendre enfance. L'énoncé « on ne peut pas faire confiance aux gens » est le genre de supposition inconsciente que fait une personne dont les relations avec ses parents et ses frères et sœurs n'ont en rien permis d'inspirer ou de susciter la confiance. Voici quelques autres suppositions inconscientes communes. Personne ne me respecte ni ne m'apprécie. J'ai toujours besoin de me battre pour survivre. Je n'ai jamais assez d'argent. Je ne mérite pas l'abondance. Je ne mérite pas l'amour. Ces suppositions inconscientes créent des émotions négatives dans le corps qui engendrent ensuite une activité mentale et des réactions immédiates. Mais qu'est-ce qu'une émotion négative? C'est une émotion qui est toxique pour le corps et qui interfère avec l'équilibre et l'harmonie de ce dernier. La peur, l'anxiété, la colère, le ressentiment, la tristesse, la haine, la jalousie, l'envie sont toutes des émotions qui dérangent la circulation de l'énergie dans le corps. Elles troublent le cœur, le système immunitaire, la digestion, la production d'hormones, etc. Elles font du tort au corps, mais affectent également les gens avec qui vous entrez en rapport et indirectement, par un processus de réaction en chaîne, d'innombrables autres personnes que vous ne rencontrerez jamais. Il existe un terme générique pour définir l'ensemble des émotions négatives. Le malheur ou la misère.